rétrospective Marcel Gottlieb au musée de la bande dessinée, ourdi par son pote Frédéric Janin, c'était l'occasion de rencontrer l'un des inventeurs de la bande dessinée d'auteur dans les années 60-70. Première étape, Slumberland. Marcel Gottlieb, enchanté, Olivier Monsens. Alors vous êtes plongé dans vos albums là, oui. Vous venez voir s'ils sont en bonne place, vous venez relever les compteurs. Il y a que ceux-là qui m'intéressent. Il y a plein d'albums D'autres dessinateurs, mais c'est pas m'intéresse important. pas du tout. Bon ça j'imagine c'est aussi un carton. Hein. Oui, c'est Il y en a beaucoup. Hein. Alors on y va. Bon je vous suis. Allez, non, Vous voulez que je vous passe bon. Attendez, on va passer par parce que là. je connais pas le chemin, je suis parisien. Ah d'accord, oui c'est vrai. Ah oui, le Parisien, il pensait qu'il pouvait avoir un stump avec des frites, croyant que les stumps, c'était les saucisses. Ah bah mince, je suis mal poli. Vous en voulez? Je veux bien, oui, vous me servez un peu. Et vous buvez pas votre champagne? Non, mais je vais... Merci. D'ailleurs, vous pourrez boire le mien aussi. Santé. Hein. Mais se voir une nouvelle fois consacrée comme ça au Centre belge de la bande dessinée, avec une grande rétro, est-ce que ça flatte quand même? Parce que vous avez un ego comme tout le monde, je suppose. Ça fait plus plaisir que de flatter mon ego. Ça fait plaisir, ouais. Mais je suis trop timide, il y a trop de monde et il y a trop de choses qui se passent en même temps pour que ça flatte mon ego. Oui. Vous êtes un timide, un vrai timide? Oui. Enfin, j'essaye de surmonter, mais j'essaye d'arrêter. Mais je suis pas très à l'aise dans la foule, dans le monde. Et voilà, quoi. Avant de faire la bande dessinée, vous avez été lettreur chez Edimonde, hein, c'est ça? Edimonde, qui était une maison d'édition qui éditait en France notamment le journal de Mickey, mais aussi les petits strips. C'est l'équivalent distributeur français de la King Feature Syndicate. Ouais. Alors, je lettrais les Guy Leclerc, Mandrake le magicien, tout ce qui était la King Feature, où il y avait marqué, ce qui m'intriguait beaucoup quand j'étais môme, copyright Opéra Mundi. Oui, c'est ça, oui, moi aussi, quand on voyait le Hagar du Nord. Copyright Opéra Mundi. Et finalement, vous y avez travaillé d'une certaine manière. Ah évidemment. Vous aviez d'ailleurs conçu, je pensais, dans cette période-là, une première bande dessinée qui n'est pas parue beaucoup plus tard, qui s'appelait Gilou. Gilou, la plume de pan. Oui, c'est ça, Gilou. Gilou, la plume de pan. Enfin, vous pourriez pas leur dire qu'il rit moins fort. Oui, j'avais été la présenter, d'ailleurs, à Vinclair lui-même, qui m'avait dit... aller montrer ça à son bras droit qui s'appelait Gauthier, Gérald Gauthier. Il a regardé mes planches, puis il m'a dit d'un air très pénétré, il m'a dit ne traitez avec personne. Et il a gardé tout. Et puis quelques mois après, comme je voyais rien venir, j'ai profité d'un déjeuner, parce qu'on déjeunait sur place. Mais les autres, ils allaient au resto et j'étais dans son bureau, j'ai tout repris, mes planches. Vous avez fouillé, vous avez été rechercher vos planches. J'étais en haut d'une armoire et d'ailleurs, il m'a jamais dit... Il n'a jamais marqué la disparition, donc... Mais quand même, c'est chez Edimonde que vous avez rencontré votre femme, Claudie, oui. Hein, je pense. Elle travaillait à Confidence. Elle retouchait les photoromans avec cet outil là, dont je ne me rappelle plus le nom. Claudie, votre épouse, c'est vraiment le parfait complément parce que elle les couleurs. Pardon? Elle faisait mes couleurs aussi plus tard. Aussi au niveau de la personnalité, puisque elle était d'emblée optimiste là où vous avez des tendances dépressives, elle était équilibrée là où vous êtes plutôt. C'est bien quand il y a un équilibre comme ça. Et alors après ça, vous avez donc fait, je pense, un très long service militaire. Alors j'ai lu 28 mois, c'est C'était à l'époque de la guerre d'Algérie. Oui. Donc on disait qu'on était maintenus sous les drapeaux. Mais j'ai eu de la chance, je ne suis pas allé en Afrique du Nord, en Algérie pour me battre. Mais c'est vrai que c'est quand même en rentrant du service militaire où les angoisses, le stress a commencé à...
Qu'est-ce que ça changeait? C'était la vraie vie subitement qui commençait, qui Bah vous oui, angoissait? bien sûr, c'est qu'avant, on se dit je verrai bien après le service, on verra. Mais quand le service... Et pourquoi elle rit aussi fort, cette dame? Donc le service, oui, quoi. Vous avez dit maintenant, je dois assumer, J'étais très angoissé. En revenant du service, j'ai commencé à très mal dormir. Avec le stress du boulot qui ne me satisfaisait pas trop. J'ai commencé à pas dormir. Et ça m'a poursuivi très longtemps. Et puis bon, bah là, 62, je pense, vous dites, bon, bah maintenant, mes dessins, je vais commencer à les imposer. Donc vous avez commencé chez Vaillant, qui était l'ancêtre de ce qui est devenu Pif Gadget. Avant, j'ai quitté Vinclair. Je me suis pris par la main en disant c'est pas ici que je vais m'épanouir. Oui, et je suis parti, j'ai fait 1 ou 2 ans tout seul à mon compte. Et c'est là, donc, au bout d'1 ou 2 années, qu'un copain m'a dit tu devrais aller montrer. Je sais qu'à Vaillant, ils cherchent des jeunes. Ils cherchent des auteurs comiques. Donc j'y suis allé, c'était en 62. Ouais. J'y suis allé, je leur ai montré. Comme d'habitude, ils m'ont tenu le discours habituel laissez ça là, on vous écrira. Et on s'est mariés à ce moment-là avec Claudie et on est partis en vacances. Et en rentrant de vacances, ça m'est revenu d'un seul coup que j'avais un dossier à Vaillant. Ah oui, c'était un petit coup de fil, vous êtes allé voir ce qui se passait. J'y suis allé pour récupérer mon dossier et j'ai été accueilli par le gars qui m'avait d'ailleurs accueilli au départ et qui m'a dit mais où est-ce que vous étiez passé? Ça fait 1 mois qu'on vous cherche, qu'on vous appelle et tout. Et ils m'ont commandé mon travail, quoi. Oh, mais il y en a pas assez. Et voilà, un petit légume, s'il vous plaît. Et un peu de mouton, peut-être. Moi, j'ai demandé de la moutarde, vous demanderez du pain. Oui, voilà, pour un peu le faire travailler. Parce que si je demande tout, ils vont dire quel emmerdeur celui-là. Vaillant, ça a quand même permis... J'ai appris. Oui, et puis la naissance de Guéluron, je pense aussi. Qui a quand même été un personnage fétiche. Il est apparu au sein de la série que je faisais, à peu près en même temps que je suis rentré à Pilote. D'ailleurs, on sent que d'un côté comme de l'autre... Donc, merci. Bon appétit, hein. Oh mince, c'était pour la moutarde. J'ai pris ça avec... Vous avez foutu à côté, là, faut vous dire. Oh merde. C'est pas grave, il va pas le voir. Hein. Regarde, non, ça n'a pas d'importance. Ah bah si, ça me gêne énormément. Et donc là, petit à petit, les choses se précisent. Et c'est vrai qu'après toute la période Vaillant Pif Gadget, il y a Pilote avec Goscinny. Enfin, il y a Goscinny qui dirigeait Pilote. Ça a quand même été... Goscinny, c'est quelqu'un qui vous a marqué. Enfin, je veux dire, c'était comme un second père, parce que vous aviez perdu votre père pendant la guerre. Hein, vous êtes juif, en 42, il est déporté. Vous aviez 8 ans, je pense, chose comme ça. 8 ans, ouais. Voilà. Et lui, outre l'apport professionnel, c'est quelqu'un qui a compté. J'ai eu une sorte de relation un peu privilégiée avec lui, comme si c'était un père, en fait, oui. Mais sans l'être tout à fait. Et donc, on avait des relations un peu privilégiées. Sans dire qu'il m'aimait plus que d'autres, c'est pas à ce niveau-là. Enfin, il y avait de sa part, vis-à-vis de vous, une affection particulière, vous pensez ça... De ma part, oui. Oui, et de la sienne. De la sienne, il était tellement renfermé en dehors du côté rigolard qu'il ne m'a jamais dit... Mais c'est des choses qui se sentent. Et alors évidemment, dans Pilote, ce que tout le monde retient, enfin je pense que cette hérédité, évidemment, c'est cette fameuse rubrique à braque. Oui. Ça, on peut dire que ça vraiment... C'était nouveau, c'était un peu révolutionnaire.
Comment vous pourriez expliquer ça? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Et surtout par rapport à l'époque, en quoi est-ce que c'était différent? Ça se faisait pas du tout ailleurs à l'époque. D'abord, il y a eu, avant mon truc à moi, il y a eu les dingos dossiers qui étaient déjà un peu spéciaux, dans la mesure où il n'y avait pas de héros. Il n'y avait pas Spirou et Fantasio. Vous, c'est à ce moment-là que vous avez senti que, bah voilà, ça y est, là maintenant ça Les décolle. dingos dossiers, ça accrochait pas mal. Et la rubrique à braque, c'est là que je recevais du courrier, que s'est instauré une sorte de dialogue entre les lecteurs et moi, qui était vachement sympa. Et le summum de la chose, ça a été un jour où j'étais dans le train. Est-ce que tous les Belges ont un rire chevalin comme ça? J'étais dans un train, un RER, et à ce moment-là, il y a un môme qui monte. Merci. Un môme, un ado qui monte, qui venait d'acheter Pilote. Il s'assoit en face de moi. Il commence à feuilleter à toute vitesse, fébrilement, le Pilote. Et il fonce sur la page de la rubrique à braque et il se met à lire et il se met à se marrer. Alors ça, c'est un orgasme quasiment. Ah oui, c'est un orgasme. C'est ce qu'aucun autre dessinateur ne ressent. On ressent un artiste sur scène ressent ça par les applaudissements, et là, c'était fabuleux, quoi. C'était un grand souvenir. Et durant toute cette période, en fait, vous travaillez chez vous, vous travaillez dans un petit bureau. Toujours, ouais. bien sûr, tout le monde. Hein. Ouais. Mais c'est ça n'a pas dû aider vos angoisses, parce que vous êtes quelqu'un, on le sait, de tendance dépressive. Dès que vous travaillez trop, ça vous sombrer un peu, vous êtes stressé. Or, le métier de dessinateur, c'est un métier solitaire. Ça n'a pas dû arranger vos affaires, ça? Oui, mais à Pilote, il y avait des réunions. On se rencontrait entre copains, entre collègues, et finalement, c'était moins solitaire que maintenant. Maintenant, il n'y a plus de réunions de rédaction, il n'y a plus de... Non, je ne souffrais pas de ça. En plus, ma fille venait de naître. Enfin, une période très exaltante pour moi, très heureuse, de bonheur, quoi. Alors justement, dans ces conditions-là, quitter Pilote et donc quitter René Goscinny, votre père de substitution, en plus d'un très grand pro, ça, effectivement, ça a dû être très, très douloureux, très difficile en tout cas. Comment ça s'est passé? Ça s'est fait petit à petit, hein, d'ailleurs. Vous avez longtemps réfléchi, vous avez dit comment est-ce que je vais lui annoncer? J'ai pas dit je vais quitter Pilote, au revoir monsieur. Non. Tout ça, c'est à cause de l'Écho des Savanes, dont je me disais que ça allait plaire. Parce que vous pensez qu'on n'allait pas encore assez loin, même dans Pilote, dans la BD pour adultes? Oui, peut-être, mais il y avait aussi... L'idée, c'était quand même de faire du porno en bande dessinée. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est... Non, oui, c'était... C'est un peu ça, quand même. C'était l'influence de l'underground américaine, ou américain, je sais pas. Et mon modèle à moi, c'était Crumb, par exemple. Petit à petit, j'ai commencé à moins fournir de planches à Pilote. Par ailleurs, je savais que ce que je faisais ne plaisait pas du tout à René Goscinny. Ah, c'est vrai? L'écho, ah non. Non, l'Écho des Savanes. Ah oui, l'Écho des Savanes, oui. Et il s'est senti un peu trahi ou... Alors, il y a de ça aussi. Mais il était aussi contre le côté poussé sur le sexe, sur la scatologie et tout. Parce que là, au niveau scatologie, vous y êtes allé à fond, quoi. Les vannes étaient ouvertes, là, comme on peut le dire. Oui, ça. Pour être ouvert, c'était ouvert. Mais c'est vrai que vous avez, je pense, vous avez fait une analyse après, ou une psychanalyse. Avant ça, ça allait pas bien, et il y avait le côté, justement, de... J'étais très culpabilisé, parce que je savais que je faisais du mal à Goscinny. Et j'étais pris dans un conflit terrible. J'étais très mal. Et je me suis retrouvé dans un cabinet de... Psychanalyste, quoi. Ouais. Et voilà, quoi. Et grâce à ce docteur, et je m'en suis sorti, j'ai pu
j'ai pu m'arranger, gérer toute cette période de crise, travailler à l'Écho, qui s'est avéré pour moi très important, plus que je croyais. Et vous l'avez revu après, parce que vous avez fait l'Écho, mais vous avez fait Fluide, avec toujours ce côté un peu outrancier, qu'il n'aimait peut-être pas au début, parce que vous disiez qu'il n'aimait pas trop les Échos. Il vous en a reparlé, il s'est dit je me suis trompé, ou qu'est-ce que... Jamais. Jamais. Il est mort très peu de temps après. Fluide a été créé en 1975. J'étais très pris par ce journal, justement. Oui, parce que Fluide Glacial, là, c'est un journal que vous avez fondé. Oui. Là, alors là, oui. Pour une fois, c'était votre pilote à vous, quelque part. Enfin, si on peut dire. Et donc, je le voyais plus du tout. Et ensuite, en 1977, il est mort. Ouais. Et je pense qu'avec le temps, s'il n'était pas mort, ça se serait quand même tassé, ça serait revu et tout ça. Mais ça vous a blessé le fait que, finalement, il est parti sans que vous n'ayez jamais pu avoir de conversation profonde sur... On en a eu une qui vraiment est un dialogue de sourds. Et alors Fluide Glacial, donc le journal que vous créez, dont vous serez le directeur, là, subitement vous êtes directeur, ce qui est un peu schizophrénique, parce qu'à la fois vous aviez tous ces dessinateurs qui étaient des amis, et malgré tout c'est quand même vous qui deviez faire tourner la boutique et dire oui, non. C'était quoi là? Ça comblait comme un peu le côté mégalo qu'il y a chez vous, parce que il y a un petit côté mégalo chez vous quand même. Hein. Je me suis dit, si je fais un journal, là je serai le maître à bord, et je pourrai avoir mon journal pour faire ce que je veux dedans. Tac! Une grosse erreur, doigt dans l'œil jusqu'au coude, parce que j'étais trop occupé par le choix des pages qu'on nous proposait, etc. Et donc, ça fait qu'au début, je collaborais beaucoup. Je faisais des histoires longues dans les premières années. Et petit à petit, ça s'est raccourci jusqu'à la dernière série qui était Pervers Pépère. Et puis aussi la dernière histoire de Guéluron. Guéluron en slip, la bataille navale. Et après, ça s'est terminé. J'écrivais juste un édito. Un de vos faits d'armes dans Fluide, c'est quand même d'avoir fait venir Franquin. Bon, ça, c'était fabuleux. Il était lui aussi constamment en déprime. Oui. Et tout le monde lui tombait dessus pour lui demander un petit cabochon, n'importe quoi, pourvu que ça soit signé Franquin. Moi, j'ai fait comme les autres. Je lui ai envoyé un scénario crayonné. Et à ma grande surprise, il l'a fait. Il me l'a renvoyé, directement mis en couleur. Et il a même été plus loin, il m'a offert l'original que j'ai encadré chez moi. Et après, il a fait 2 ou 3 trucs dans Fluide. Et donc, je me suis retrouvé dans la situation du gars qui lisait avec admiration, qui regardait les dessins plusieurs années avant et qui d'un seul coup voyait ce type, qui était mon maître, travailler dans le journal que j'avais fondé. Et là, il a poursuivi ses idées noires. Oui. Finalement, les idées noires, même rien que le titre, j'ai l'impression que c'est un de vos liens, quand même, parce que lui dépressif, vous dépressif, il devait y avoir un contact comme ça immédiat qui devait... C'est quelqu'un, humainement, avec qui vous étiez qui vous touchait? Oui, bien sûr. On était copains. C'était pas pareil que Goscinny, quand même. Mais un homme que j'admirais énormément, très honnête. Qui n'était pas conscient de sa propre valeur. Non, en plus, oui. Vous disiez parfois, mais est-ce que tu te rends compte que tu t'appelles André Franquin, quoi? C'est ça. Je crois que Delporte vous parlerait bien de ce problème. Il était très modeste. Il ne se rendait pas compte
des fois, il tombait en admiration devant des jeunes dessinateurs. Et c'était étonnant parce que, en fait, ces jeunes dessinateurs étaient peut-être 10 fois moins importants que lui l'a été, mais il niait son importance. Madame Bovary, c'était Flaubert et vice-versa. Mais alors vous, c'est qui? C'est Super Dupont? C'est Pervers Pépère? C'est Guéluron? Ou c'est Hamster Jovial? Non, ça serait plutôt Guéluron. Parce que dès que je me suis mis à bien le posséder, bien le manipuler, le faire parler correctement, ça venait tout seul. Je n'étais pas obligé de chercher. Et les traits de caractère que vous avez en commun, c'est quoi alors? Ça peut être le contraire. Lui, il roupille, moi j'étais insomniaque. Hyperactif, oui. Lui, il est mou et tout. Et moi, enfin, on était un Donc c'est peu... votre portrait en creux, en fait, c'est ça? Voilà, Ouais. c'est ça. Ouais. Portrait en creux. Et vous êtes un peu Pervers Pépère aussi? Quand même pas, non? Mais peut-être quand même un peu. D'abord, qui n'est pas au moins un peu pervers, mais dans le cas de Pervers Pépère, c'était plus un rigolo, faire un blagueur, un vieux blagueur un peu cochon. Oui, c'est vrai que, parce que pervers, si vous l'avez été, à mon avis, c'est dans votre tête, parce qu'avec les filles, vous avez toujours été très timide. Je sais que vous avez eu, on peut dire, 3 filles, Clara, que vous avez rencontrées, elle avait 11 ans, vous aviez 14-15 ans, Oui. ça c'était quand vous étiez dans une espèce de home pour enfants juifs qui se trouvait dans la banlieue parisienne. Il y a eu Judith, alors ça c'est la première probablement dont vous avez touché les seins. Ça s'appelait pas Judith, Non, ça s'appelait Denise. ah, parce que dans un des livres, je pense, vous l'appelez Judith. Bah, dans votre livre d'ailleurs, vous l'appelez J'ai Judith. changé les noms un peu. Et puis Claudie, ouais. Mais c'est vrai que la femme, ça n'a pas été un sujet d'inspiration de vos livres, en revanche. Parce que j'étais Pas autant peut-être que Manara, trop par timide. exemple. Ah oui, bah ouais. Moi, je suis resté pur très très longtemps. Et vous l'êtes encore? bah oui, mais malgré que j'ai une fille et deux petits-fils, non, je me suis un peu rattrapé quand même par la suite, mais plus tardivement que la moyenne. Alors quand on passe la barre des 70 ans, vous en avez 72 aujourd'hui, l'avenir on le voit enfin avec sérénité, bien que vous soyez un grand angoissé, ou toujours avec angoisse? Toujours avec angoisse. Et qu'est-ce qui vous angoisse aujourd'hui? La mort. La mort? C'est ce qui angoisse tous les humoristes. Et c'est ce qui fait fonctionner principalement l'humour avec un grand H. Même si c'est pas de l'humour noir. L'humour, c'est l'exorcisme de la peur de la mort, en fait. Et quoi, là, elle se rapproche et vous vous dites, ça vous, Ah oui, ça vous angoisse encore plus? mes valises. Vous avez fait vos valises? Non, ça va. Maintenant, c'est religieux, hein. Sur l'île flottante, vous n'avez accès pour toute distraction qu'à une seule collection de bandes dessinées. Ah non, c'est pas fini. Bonjour, là. Donc, vous êtes sur l'île flottante seul, vous avez droit juste à une collection de bandes dessinées. L'intégrale de Franquin. L'intégrale Ça, de Franquin. Tout de suite, oui. Je l'ai d'ailleurs, en plusieurs exemplaires même. Mais pas Hergé, Tintin, ça je sais que c'est pas votre Non, tasse de thé. ça, je dis pas que c'était... Je porte pas de jugement de valeur, mais ça m'intéressait pas. Le dessin ne m'intéressait pas. Moi, j'aime mieux les dessins de Franquin, qui sont lignes sombres, si on peut, mais tellement vivants, tellement... Alors, dernière question. Sur l'île flottante, vous pouvez partager tout votre temps avec votre fantasme sexuel absolu, celui qui fait exploser votre libido. Ce serait qui? Vous avez le choix. De toute façon, ça ne serait pas une... On peut déjà éliminer tout ce qui est super nana, top modèle, Marilyn Monroe et compagnie. Mon fantasme préféré de femme, c'est les petites filles à nattes avec des soquettes blanches et des ballerines. Bon, alors c'était bon? Délicieux. Voilà.